Très heureuse de vous retrouver pour cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres. Dans l'optique de décarboner le secteur des transports en Afrique du Sud, 3 sociétés se sont unies pour inventer une voiture électrique alimentée par une pile combustible à hydrogène vert. À suivre dans un instant. La saison du cacao en Côte d'Ivoire est menacée par des intempéries qui pourraient faire chuter le taux de production dans les mois à venir. Et puis la France qui compte sur la pratique écossaise de l'éolienne flottante pour exploiter 50 parcs à mer à l'horizon 2050. Du 10 au 20 octobre prochain se tient au CETEF de Lomé le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé, Cialo. Mécanisation et irrigation, levier d'une agriculture moderne et durable, c'est le thème retenu pour cette 10e édition. La région de la Kara est mise en avant cette année afin de faire valoir leurs compétences agricoles. Le compte rendu avec Léonce Sagou. Le Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé, Cialo, qui se déroule du 10 au 20 octobre 2023, a effectué son ouverture officielle ce 11 octobre 2023 par son commissaire général M. Tito Atikpo, par le représentant du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural M. Dacha Boissy et par les différents partenaires. Ce salon vise à promouvoir le secteur agricole, à valoriser et à améliorer la qualité de la productivité agroalimentaire au Togo. Au programme, des expositions avec des exposants venus de tout le Togo et de plusieurs autres pays, des panels animés par des experts mis à la disposition par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural et par les partenaires, des rencontres professionnelles et pour finir, le concours de l'innovation. Qui seront consacrés à l'agroécologie et la prise en compte des enjeux environnementaux dans le cadre de l'élaboration des projets agricoles. Une autre journée sera dédiée à ce que nous appelons l'entrepreneuriat agricole et comment on peut avoir accès au marché agricole, aux marchés régionaux. Pourquoi? Parce que nos jeunes structures, les TPE et les MPE, ne sont pas suffisamment outillés pour saisir les opportunités que présente par exemple aujourd'hui ASLECAF. Comment est-ce qu'on peut les aider, comment est-ce qu'on peut les outiller à saisir les opportunités? Nous pensons qu'en organisant cette journée qui est dédiée à l'agro-entrepreneuriat des jeunes et à l'accès aux opportunités, ils peuvent être suffisamment outillés pour parvenir à réussir ce challenge-là. Nous aurons une autre journée qui sera dédiée au financement du secteur privé. Nous allons prendre pour partenaire l'agropole de Kara qui viendront présenter les opportunités qui sont disponibles pour le secteur privé. Nous allons aussi prendre une autre journée qui sera dédiée au rôle des interprofessions agricoles pour l'atteinte de la sécurité alimentaire. Pourquoi aujourd'hui la tendance, nous sommes justement dans le mois de la consommation locale. Nous sommes en train de remarquer qu'il y a une tendance progressive dans la consommation de produits locaux. Il faut que les organisations paysannes s'organisent pour que la production suive la consommation. Nous ne voulons pas arriver à un stade où on aura des besoins en termes d'exportation et d'importation encore de nos produits. Et en termes d'innovation, nous organisons le grand concours de l'innovation agricole, qui est un programme destiné à encourager et faire la promotion de l'innovation dans le secteur agricole. Nous souhaitons vivement que les visiteurs, tous ceux-là qui ont des projets agricoles, ceux qui veulent rencontrer des partenaires financiers, ceux qui sont intéressés, qui ont un penchant pour l'agroécologie, viennent rencontrer les acteurs qui sont présents à ce salon. N'oublions pas que nous avons des partenaires qui sont en délégation et qui sont venus à ce salon pour proposer les technologies et les solutions en matière de délégation dans les projets agricoles. Le Cialo, qui est à sa 10e édition cette année, a choisi comme thème mécanisation et irrigation, levier d'une agriculture moderne et durable. Cette année, nous organisons la 10e édition du Salon international de l'agriculture et de l'agroalimentaire de Lomé, un espace que nous avons pensé pour regrouper tous les acteurs qui sont dans le secteur agricole. Pour nous, en considérant qu'il y a un changement climatique en cours qui a forcément des externalités négatives sur la productivité, nous pensons
qu'il est important de développer des solutions qui puissent renforcer la résilience des agriculteurs. C'est en cela que nous avons réfléchi à la solution de l'irrigation, qui peut permettre justement de ne plus attendre la pluie, de ne plus être à la merci de la pluie. Nous pensons aussi que la mécanisation est très importante pour le secteur agricole togolais. Simple exemple, vous allez voir un fort taux de population utilisée dans le domaine agricole dans les pays africains. Vous ne verrez pas le même schéma dans les pays européens. Si on se rend compte, on voit effectivement qu'ils ont quelque chose là-bas qu'ils utilisent que nous autres n'utilisons pas. Et je pense que le secret, c'est la mécanisation et l'irrigation. Nous avons besoin de transformer notre agriculture pour que nous puissions assurer l'autosuffisance alimentaire. Et cela passe par la mécanisation et l'irrigation. Il y a des machines, il y a toute catégorie. Donc on a aussi des machines agricoles, à savoir les tracteurs, les culteurs et moissonneuses. Bon, côté riz aussi, on a les machines de transformation de riz. Bon, comme matériel de transformation de riz, on a les calibreuses, c'est pour avoir le riz dans différentes catégories. On a aussi la machine, le moulin de riz, la décortiqueuse. Oui. Donc on a la décortiqueuse qui permet de transformer le riz bâti en riz grain. Lorsque vous avez des problèmes d'agriculture, vous appelez CIA, vous avez la solution. C'est l'occasion pour nous de rencontrer les agriculteurs, pour les exposer en quelque sorte ce que nous avons et les innovations que nous avons apportées à l'agriculture. Donc vous n'êtes pas sans savoir qu'actuellement nos vaillants producteurs utilisent encore les tabacs pour le labour. Donc on essaie d'introduire le motoculteur pour permettre aux agriculteurs de labourer facilement sans effort. On a aussi la moissonneuse du riz pour leur permettre aussi de récolter le riz sans problème. Parce qu'actuellement, ils utilisent une faucheuse et avec toutes les difficultés que ça contient. Bon, avec la moissonneuse de riz, on va réduire l'effort qu'ils mettent dedans. Merci beaucoup. Cette édition met à l'honneur la région de la Kara afin de faire un zoom sur les différents projets mis en œuvre par le gouvernement togolais et par les collectivités locales de la dite région. Selon M. Atiko, le changement climatique a forcément des conséquences négatives sur la productivité agricole, d'où la solution de mécanisation et d'irrigation pour transformer notre agriculture en une agriculture moderne capable de nourrir la population, car la mécanisation a le potentiel d'accroître et d'élargir la production, de l'application de l'énergie à l'amélioration du traitement de l'irrigation et de compenser les pénuries de main-d'œuvre. Au total, 200 exposants venus de 15 pays, à l'instar du Bénin, du Cameroun, du Nigeria, de la France, de la Turquie et de l'Allemagne, sont présents à ce salon avec plus de 5000 participants envisagés. Nous avons différents domaines d'activité. On a nos domaines phares. Ce qui nous amène ici, c'est l'agroécologie, c'est-à-dire l'agriculture durable. Et nous intervenons aussi dans le développement holistique, dans la gestion de projets, tout ce qui touche au changement climatique. Nous avons produit des manuels de bonne pratique sur l'agroécologie que nous exposons ici. Nous avons aussi le riz produit écologiquement avec un producteur d'aménagement que nous avons exposé dans mon stand. Et aussi différents documents qui touchent la valorisation des plants médicinaux que nous avons exposés dans mon stand. Pourquoi nous participons à ce salon? C'est parce que nous avons de l'expertise en termes d'accompagnement en agroécologie. Donc nous sommes venus pour exposer notre expertise à tous les visiteurs et aussi signer des partenariats possibles. Je viens de dire que nous avons du riz localement produit à base des pratiques agroécologiques. Donc nous sommes là pour exposer aussi ces produits-là. Et en termes d'attente, c'est d'avoir beaucoup plus de partenariats sur nos différents projets, avoir plus de producteurs qui aimeraient qu'on les accompagne dans le processus de transition agroécologique. C'est donc parti pour 10 jours d'exposition et de partage en connaissances agricoles. La saison du cacao 2023-2024 en Côte d'Ivoire est menacée par les intempéries. Selon les exploitateurs de cacao, le volume destiné à l'exportation va connaître une chute de 28,5% au cours des prochains mois. Commentaire signé Irène Papadino.
La récolte du cacao vient de commencer en Côte d'Ivoire. Et si l'on en croit les prévisions des experts, cette saison risque de ne pas être aussi bonne que la précédente. 5 exportateurs de cacao, 3 compteurs de cabosses et une douzaine d'agriculteurs de la région estiment que les volumes destinés à l'exportation devraient chuter de 28,5% en glissement annuel au cours des 3 premiers mois de la saison 2023-2024. Cette baisse est principalement imputée aux conditions météorologiques instables dans la région qui, naturellement, affaiblissent la production. La culture de cacao nécessite des périodes de précipitation et d'ensoleillement régulières. Or, l'Afrique de l'Ouest, plus précisément, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria connaissent des mauvaises conditions climatiques. L'inquiétude quant aux récoltes a ainsi provoqué une soudaine hausse des prix mondiaux du cacao ces dernières semaines, atteignant leur niveau le plus élevé depuis 1977. Selon les exportateurs et les compteurs de cabosses, la production annuelle de cacao pour la Côte d'Ivoire devrait se situer autour de 1,9 million de tonnes cette saison, contre près de 2,3 millions la saison dernière. Tesfad, une start-up locale, s'est lancée dans le recyclage des déchets de bananes en Ouganda. L'entreprise récupère les déchets de troncs de bananiers pour les transformer en textiles. Retrouvons Irène Papadina. L'Ouganda est l'un des premiers producteurs de bananes en Afrique et les Ougandais eux-mêmes en sont des grands consommateurs. Cependant, la culture de ce fruit entraîne de nombreux déchets qui polluent l'environnement. Nous avons décidé de travailler avec la fibre de banane en raison tout d'abord de l'avantage que possède l'Ouganda. C'est l'un des plus grands producteurs et consommateurs de bananes au monde. Cela nous laisse des millions de tonnes de déchets car la banane ne pousse qu'une fois et ne se récolte qu'une fois. Après la récolte, la tige est donc un déchet. Les tiges de bananier sont séchées puis introduites dans cette machine qui les transforme en fibres résistantes. À partir de là, les possibilités sont multiples. Ces fibres permettent à l'entreprise de créer notamment des tapis, des dessous de table. Cette initiative de Tesfad permet de protéger l'environnement et participe à l'économie circulaire du pays. Selon Agrey Mugang, chef d'équipe de l'entreprise Tupand Holding, la contribution à la chaîne de valeur consiste à apporter un revenu supplémentaire à l'agriculture et à transformer ces déchets en quelque chose de précieux, bénéfique pour l'environnement et pour l'économie de la population. Ces fibres permettent également de fabriquer des extensions pour les cheveux. L'avantage est qu'une fois utilisées, ces extensions biodégradables peuvent être enterrées pour servir de compost. Le problème avec les fibres synthétiques, c'est qu'elles sont si obstructives que partout où vous allez, même si vous allez creuser dans des jardins en ce moment, vous en trouverez. Ce qui n'est pas très écologique comparé à ces fibres-là. Elles peuvent donc pourrir et se dégrader dans le sol et cela n'empêchera pas l'eau de circuler. Grâce à cette activité respectueuse de l'environnement, l'entreprise a également pu créer des emplois dans la région. Elle souhaite désormais s'étendre sur le plan national et dans le reste du monde. Le gouvernement ghanéen a lancé un plan d'investissement de 550 milliards de dollars en faveur de la transition énergétique. Parmi les secteurs visés figurent l'électricité et la mobilité. À travers ce plan, le Ghana vise la neutralité carbone d'ici 2060. Regardez. Alors que le Ghana est plongé dans une crise économique depuis la cessation de paiement d'une partie de sa dette en fin 2022, le président Nana Addo Dankwa Akufo-Addo annonce un plan d'investissement en faveur de la transition énergétique. Ce plan a été présenté à la communauté internationale lors du Global Africa Business Initiative, un événement organisé en marge de la 78e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies ONU à New York aux États-Unis. L'objectif est d'atteindre la neutralité carbone d'ici à 2060. Dans le cadre du précédent plan, ce pays d'Afrique de l'Ouest visait un développement à zéro émission nette à l'horizon 2070. Pour l'organisation internationale Sustainable Energy for All, ce nouveau projet montre que le Ghana a revu ses ambitions à la hausse. Alors, au cours des prochaines années, Accra compte mobiliser 550 milliards de dollars avec le concours de la communauté internationale
pour le déploiement de solutions à faible teneur en carbone dans les secteurs clés de son économie, notamment le pétrole, le gaz, l'industrie, les transports, la cuisine et l'électricité. Actuellement, le Ghana affiche une capacité électrique installée de 5300 MW, dont plus de 3000 MW issus de sources fossiles, notamment le gaz et le pétrole, selon Power Africa. En matière de cuisson propre, tout reste à faire puisque 70% de la population cuisine toujours au feu de bois et autres solutions polluantes selon la Banque mondiale. Les financements mobilisés permettront la distribution de fourneaux écologiques, les énergies renouvelables, de l'hydrogène en faible teneur en carbone et la mobilité électrique. D'après les estimations du gouvernement ghanéen, ces secteurs devraient couvrir les 90% de la réduction des émissions visées d'ici à 2060. Dans la même période, au moins 400 000 emplois pourraient être créés dans les secteurs en lien avec la transition énergétique. Le géant sud-africain de la chimie Sasol a démontré récemment le fruit de sa collaboration avec Toyota South Africa Motors et Air Products South Africa. Il s'agit d'une voiture électrique alimentée par une pile combustible à hydrogène vert, une alternative durable qui peut décarboner le secteur des transports en électrifiant les camions long courriers, les bus et les flottes minières. La Toyota Mirai de deuxième génération a été présentée lors du Smart Mobility Africa Summit qui vient de s'achever à Johannesburg en Afrique du Sud. Ce véhicule électrique est alimenté par une pile à combustible à hydrogène vert développée dans le cadre d'un partenariat entre le géant sud-africain de la chimie Sasol, la filiale sud-africaine du constructeur automobile japonais Toyota et celle du groupe industriel américain Air Products. La Toyota Mirai de deuxième génération est alimentée par de l'hydrogène produit par Sasol à partir d'une centrale solaire photovoltaïque. Cet hydrogène est distribué à travers une technologie fournie par Air Products. Pour Sasol, il s'agit d'une alternative durable qui peut décarboniser le secteur des transports en électrifiant les camions long courriers, les bus et les flottes minières. Il s'agit d'une avancée considérable dans le développement du transport durable en Afrique du Sud grâce au constructeur Toyota qui fait partie des pionniers dans le développement de la mobilité à l'hydrogène au niveau mondial. Le géant japonais fait de la recherche sur cette technologie depuis 1992. Le partenariat entre Toyota et Sasol a été signé en 2021 dans l'optique de développer un corridor de transport et d'étendre la démonstration à un projet pilote utilisant l'un des principaux corridors de près d'Afrique du Sud, notamment la route nationale numéro 3 entre Durban et Johannesburg pour les camions roulant sur de longues distances alimentés à l'hydrogène vert. De la transition énergétique à la transition écologique, l'éolien offshore a le vent en poupe. La France prévoit à cet effet d'exploiter 50 parcs en mer à l'horizon 2050, une initiative qui n'est pas appréciée par tous. La solution est donc de déplacer les parcs éoliens plus au large. C'est une pratique écossaise. Les explications avec Léonce Sagou. L'éolien offshore est très prisé en ce moment puisqu'il représente une bonne nouvelle pour la transition écologique. La France prévoit à cet effet, à l'horizon 2050, d'exploiter 50 parcs en mer. Mais les vacanciers et les riverains ne sont pas de cet avis car ils estiment que ces éoliennes défigureraient les côtes et l'horizon en plus d'être dangereux pour les oiseaux. Étant présentées comme une solution à la crise énergétique et climatique, les éoliennes en mer ne font donc pas l'unanimité. La solution serait donc de les déplacer plus au large, comme le fait l'Écosse, pays champion européen des énergies renouvelables. Ils testent une nouvelle technologie qui ne nécessite ni forage ni piliers. Même si la profondeur maximale d'une éolienne est de 60 mètres, leurs structures peuvent être installées à une distance des côtes et à n'importe quelle profondeur, là où les conditions de vent sont idéales, où le vent est le plus puissant et le plus régulier, explique William Mon, directeur du parc éolien Hywind Scotland. Ce premier parc éolien flottant au monde fonctionne depuis déjà 5 ans et est à 25 km des côtes. Il est exploité par la compagnie norvégienne Equinor et est le plus performant en Europe. Ce parc a une pleine puissance de 54% contre 38% en moyenne pour les autres. De quoi intéresser la France qui pourra rattraper son retard grâce à des turbines plus puissantes. Marine Simoé,
chargé de développement à Equinor France, explique que la façade atlantique et méditerranée présente un potentiel très important pour l'éolien flottant. Rappelons que Equinor est candidat pour le projet AO5, un parc de 15 éoliennes au sud de la Bretagne à plus de 20 km des côtes entre Belle-Île-en-Mer et Grosse. Restons dans l'Hexagone où la sécheresse s'installe petit à petit. Les nappes phréatiques ont du mal à retrouver leur niveau normal. La chaleur de l'été et celle de l'automne accentuent cette sécheresse et l'incertitude s'installe pour 2024. Iva Samana nous fait le point. Les sols s'assèchent en France. La chaleur inhabituelle de l'été et de ce début d'automne entraîne l'Hexagone vers la sécheresse. Les nappes phréatiques françaises sont toujours en dessous des moyennes depuis plusieurs mois et n'arrivent pas à se recharger comme il le faut. Le Bureau de recherche géologique et minière BRGM, qui est chargé de la surveillance des principales réserves d'eau potable métropolitaine, annonce qu'au début de ce mois d'octobre, 66% des nappes phréatiques métropolitaines étaient encore sous les normales. Un niveau un peu plus bas qu'à la fin du mois d'août, où les nappes étaient à moins 62% de la normale. Toujours selon le BRGM, les orages de mi-septembre ont été peu efficaces pour la recharge des nappes et par conséquent, la situation se dégrade au fil du temps. Par contre, la situation est globalement plus favorable que celle observée l'année passée où en septembre, on notait que 74% des niveaux étaient mesurés sous les normales. Cette situation est quand même inquiétante car cet assèchement risque de repousser la croissance des végétaux dans l'Hexagone. Tout cela ne rassure pas les hydrogéologues car l'année 2024 à venir est compromise en ce qui concerne l'humidité des sols. Ainsi, les canicules et chaleurs inhabituelles que la France a subies au cours de cette année ont des répercussions graves sur l'avenir des écosystèmes, une situation qui découle du changement climatique. Le président de la prochaine COP28 sur le climat, le sultan émirati Ahmed Al-Jaber, a annoncé un important projet gazier à quelques semaines de la conférence. La compagnie publique émirati ADNOC affirme que le projet sera le premier au monde à opérer avec un objectif de zéro émission nette, ce qui suscite des critiques de la part des défenseurs de l'environnement. Les explications avec Rafiotou Bereko. À quelques semaines de la conférence mondiale pour le climat qui se tiendra dans le riche état du Golfe, le géant des hydrocarbures émirati ADNOC a annoncé l'attribution des contrats de construction d'un important projet gazier. Ce projet qui concerne les champs offshore de Haï et Gacha sera le premier au monde à opérer avec un objectif zéro émission nette, a déclaré la compagnie publique émirati dans un communiqué. Ceci va attirer les critiques des défenseurs de l'environnement. Signé au dernier jour du Salon de l'énergie à Abu Dhabi, les contrats du projet attribués par ADNOC ont une valeur estimée au total à 16,94 milliards de dollars. Les travaux de construction des deux sites offshore ont été confiés à une co-entreprise entre l'Émirati National Petroleum Construction et l'italien Sapem, tandis que la société italienne Tecnimont se chargera des infrastructures onshore. Présenter un projet d'énergie fossile comme étant net zéro émission opérationnelle est totalement trompeur, a révélé Mia Moisio du groupe d'experts de Climat Action Traca, en soulignant que la majorité des émissions des hydrocarbures proviennent de leur combustion et non de leur production. Selon le communiqué de l'ADNOC, le projet comprendra des technologies de décarbonisation innovantes, permettant de capter et stocker 1,5 million de tonnes de CO2 par an et bénéficiera de l'hydrogène à bas carbone et l'électricité produite à partir du nucléaire et des énergies renouvelables. En revanche, le projet Aïgacha fait partie de la concession de Gacha dans l'émirat d'Abu Dhabi qui vise à produire plus de 42,5 millions de mètres cubes de gaz par jour d'ici à 2030, contribuant à l'autosuffisance des Émirats arabes unis en gaz et la stratégie de croissance et d'exportation d'ADNOC Gaz, la filiale gazière du groupe selon la même source. Un rapport publié par la Royal Botanic Garden Kew révèle que 45% d'espèces végétales sont menacées d'extinction pour cause de la perte de l'habitat, la modification de l'utilisation des sols et le changement climatique. Selon les analyses,
77% des espèces végétales non connues sont les plus menacées. Léon Sadou. D'après un rapport publié mardi par les Jardins botaniques royaux de Kew, situés à l'ouest de Londres, les espèces végétales sont menacées de perte d'habitat, de modification de l'utilisation des sols et le changement climatique. Les proportions de cette situation à court terme se sont accrues. Mathilda Brown, analyste des sciences de la conservation à la Royal Botanic Garden Kew, explique que près de la moitié des espèces végétales connues, soit 45%, sont menacées de disparition. Cette situation est plus grave pour les espèces qui ne sont pas encore connues, car jusqu'à 3 espèces sur 4, soit 77% de toutes ces espèces non encore identifiées, sont déjà menacées d'extinction. Depuis 2020, plus de 18 800 nouvelles espèces de plantes et champignons ont été nommées et ajoutées à la base de données internationale d'espèces végétales scientifiquement répertoriées. Mathilda Brown affirme aussi que pour obtenir ce chiffre pour des espèces dont nous ignorons l'existence, nous avons examiné les espèces qui ont été nommées et la date à laquelle elles l'ont été. Nous avons ensuite recueilli les informations de la liste mondiale des plantes et avons comparé l'année à laquelle une espèce a été identifiée par rapport à la probabilité qu'elle soit menacée. Nous avons trouvé cette relation nette, statistiquement étayée, qui dit en gros que les espèces décrites dans les années 1800 ne sont probablement pas menacées, contrairement à celles identifiées en 2019, 2020, qui sont plus susceptibles d'être en danger. Mais l'analyste a toujours espoir et dédramatise car selon elle, tout n'est pas sombre et qu'il est passionnant de constater que la découverte de nouvelles espèces étonnantes pour la science continue. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Bonne suite de nos programmes sur votre chaîne environnementale Green TV International.